Merci. Merci beaucoup, Daniel. Donc, j'ai le grand plaisir et le grand honneur d'ouvrir cet ultime moment de notre colloque, c'est-à-dire l'intervention conclusive de Madame Laura Letourneau. Vous êtes donc chargée de mission transformation numérique et écologique dans les services du Premier ministre. Vous avez travaillé au ministère de la Santé, à l'ARCEP. Vous avez été formée, entre autres, au Corps des Mines. Vous êtes la co-autrice, avec Clément Berthollet, d'un livre intitulé « Ubérisons l'État avant que d'autres ne s'en chargent ». Il y a un problème avec le micro ou... D'accord. D'accord, pardon. Ubérisons l'État avant que d'autres ne s'en chargent, ce qui, pour moi, est intéressant en tant que co-auteur d'un livre qui s'appelait « Désubériser, reprendre le contrôle ». Et vous allez donc conclure notre colloque en l'illustrant à partir d'exemples concrets tirés de vos expériences, en particulier dans le domaine de la santé et de l'écologie. Alors peut-être, avant de libérer l'estrade, quelques mots pour faire la transition, donc de résumer autant que de transition, peut-être pour tenter de synthétiser certaines des interrogations principales qui ont traversé nos travaux et en quelque sorte vous les transmettre et vous les adresser. Sachant qu'une question traverse tout à bas bruit, c'est celle de la prise que nous avons sur la technique et la technologie, que ce soit sous forme des techniques elles-mêmes, sous forme de systèmes techniques, socio-techniques, comment celles-ci peuvent-elles être l'objet d'une délibération collective, d'une politique au sens fort, pouvons-nous seulement échapper au fatalisme du déterminisme technologique. Dans une autre session de TESACO, nous avions discuté et réfléchi à l'origine de ce fatalisme même. Nous avions parlé du choc de la Première Guerre mondiale, en particulier de l'idée de mobilisation totale, qui a souvent été commentée, reprise, discutée par maints écrivains, maints philosophes. Une idée qui se résume finalement assez simplement. Tout ce qui est techniquement possible sera fait. Les sociétés sont prises dans la logique de la compétition et de la guerre, qui les contraint à exploiter tous les moyens à leur disposition. En conséquence, la politique, le droit, l'éthique restent sans prise ou de peu de prise sur la réalisation des possibles techniques. Discours étrangement partagé par les technosceptiques et les turiféraires du progrès technologique. Heidegger autant que la Silicon Valley, Jacques Ellul autant que, sous une autre forme, l'OMC, avec l'idée si souvent discutée et évoquée de Global Race. Alors, discours sans doute trop unilatéral, de multiples exemples qui ont traversé aussi ces journées, qui ont encore été évoqués cet après-midi même, montrent que ce soit dans le champ de la chimie, des armes chimiques, des armes bactériologiques, dans le champ du nucléaire, mais plus simplement, et de manière plus ample et plus ancienne, dans le champ du droit du travail, la politique, le droit n'ont jamais été sans prise, que leur capacité à réorienter, à défaire des irréversibilités prétendues, à humaniser la technique s'est toujours exprimée, mais malgré tout, la grande question demeure de savoir à quel point les États demeurent libres d'impulser, d'orienter, des finalités à la technique et à la technologie, d'orienter, de réorienter, de transformer le cas échéant. Et le droit lui-même, à quel point est-il capable d'humaniser la technique, de quelle façon est-il lui aussi pris, embrigadé dans la logique de la compétition. Et quelques appels qui ont été faits, même lors des discussions parmi nous, à l'évolution, sinon du droit, du moins de la régulation, appelée à être une vectrice, une adjuvante de la compétitivité technique, montrent bien que ces questions continuent à se poser. Chaque système technique, qui plus est, repose la question autrement, d'où sans doute la pertinence de finir ce colloque par le thème de la plateformisation et des plateformes. Plateformisation qui est autant un paradigme presque philosophique et économique qu'une réalité économique concrète. Ces objets curieux que sont les plateformes, à la limite des entreprises, des marchés, à la fois entreprises et structurants de marché, espace public d'une autre manière, et pour le moment surtout mise en œuvre par de grands acteurs privés, bien qu'évidemment que de multiples autres émanations et formes de plateformes existent, que de multiples possibilités émanent d'elles aussi. Certaines ont été elles aussi discutées lors de ces journées, en particulier à partir des travaux de Stéphane Broadbent, toutes les possibilités de délibération, d'intelligence collective construites à partir des plateformes. Alors, que peut faire l'État ? Que peut faire la politique de ces objets, de ces plateformes ? Sont-elles solubles en lui ? Peut-il les investir sans risquer de s'y dissoudre, sans risquer d'y perdre son essence ? Comment peut-il se les réapproprier ? L'ubérisation, la réubérisation, la plateformisation, la transformation de l'État peut-elle se faire en gardant un visage humain ? Voilà, quelles sont les questions que nous pouvons vous adresser. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Très intéressant. Merci pour l'invitation. Je suis très très contente d'être là parce que je suis vraiment fan du thème de la conférence. Quand j'étais étudiante au Mines, j'avais choisi l'option gestion scientifique qui consistait justement à faire le lien entre les sciences sociales, morales, politiques et les sciences plus dures. C'est un peu un intérêt qui m'a jamais quitté et je trouve qu'aujourd'hui c'est ce dont on manque drastiquement et de façon générale aujourd'hui sur les sujets numériques en particulier, je trouve qu'on se perd et qu'on a vraiment besoin que les sciences politiques, sociales, humaines viennent au secours du numérique. Donc on manque d'échanges entre ces deux disciplines et donc je pense que c'est extrêmement utile de pouvoir avoir ce genre de colloque. Et deuxièmement, ce dont on manque aussi, je trouve, c'est de pont entre les praticiens, notamment de la chose publique, et les chercheurs, notamment en sciences sociales, parce que quand on est dans la lessiveuse administrative, on n'a pas le temps et donc on ne connaît pas les travaux qui sont faits du côté de la recherche. Et puis à l'inverse, on n'ouvre pas non plus ce sur quoi on travaille et les dysfonctionnements qu'on rencontre au quotidien et qui sont très très durs à surmonter pour nous. Et du coup, quand on voit des rapports qui sortent des études sur les dysfonctionnements publics, comment on pourrait mieux moderniser l'administration, porter des politiques publiques, etc., c'est vrai qu'en tant que praticien, on est souvent frustré, agacé parce qu'on trouve ça un peu hors sol ou parce qu'on se dit c'est plus compliqué que ça ou parce que ça pointe pas du doigt les bons problèmes, mais aussi parce que nous, on n'a pas ouvert la boîte en fait et on n'a pas donné la matière à destination de ceux qui pensent et ceux qui produisent des réflexions. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est à travers des sujets sur lesquels j'ai travaillé moi dans l'administration, de commencer à vous ouvrir la boîte avec des exemples extrêmement concrets, d'essayer ensemble d'en tirer des premières pistes de réflexion, et puis peut-être de nous donner envie de continuer tout ça dans la durée. Donc si je reprends un peu l'histoire me concernant, donc vous le disiez, j'ai travaillé dans le numérique en santé pendant 3 ans et demi auprès d'Agnès Buzyn puis d'Olivier Véran, notamment pendant la pandémie Covid. Ça a donné lieu à un bilan, si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la présentation, qui contient une partie froide, entre guillemets, avec la maison sur laquelle je reviendrai, qui est un peu la symbolisation de l'État plateforme ou de la plateforme publique, version 2019, puis version 2022, pour voir comment les 30 actions de la feuille de route avaient avancé ou non, avec tout un tas de zooms sur les programmes financiers, les actions européennes internationales, et puis bien sûr le Covid. Et puis la partie chaude, qui est au moins aussi importante que la partie froide, mais qu'on oublie souvent dans la fonction publique, ou par des journaux spécialisés ou plus grand public, et surtout avec tous les partenaires de l'écosystème qui ont contribué à cette feuille de route, les professionnels de santé, les gens de la médiation numérique, les assos de patients, etc. On se félicite des travaux réalisés pendant 3 ans et demi parce qu'on, collectivement, acteurs publics, privés, associatifs, on a réussi à faire avancer la santé numérique plus vite en 3 ans qu'en 20. C'est pas encore parfait, il y a encore énormément de problèmes, etc. Mais il y a plein de serpents de mer qui ont réussi à enfin voir le jour. Donc on a fait ça pendant 3 ans et demi. Là, évidemment, il y a une suite, ça continue d'avancer à marche forcée. Et ensuite, j'ai été missionnée par Elisabeth Borne pour répliquer la méthode de plateforme publique et puis toute la méthode RH et organisationnelle qui va avec, qui est encore plus importante que la partie hard skill, entre guillemets, à l'écologie, avec 2 parties dans ma mission. Une partie très opérationnelle, donc en gros, on a vraiment répliqué la méthode utilisée en santé numérique au numérique aux données pour la planification écologique. J'ai fait ça avec le secrétariat général à la planification écologique qui a été créé dans le cadre du 2e mandat d'Emmanuel Macron à Matignon. Donc ça, c'est la partie très opérationnelle. Donc vous voyez, de la même façon, il y a une partie dure, entre guillemets, avec plusieurs thématiques, puisqu'en fait l'écologie c'est tout, donc c'est 8 fois plus gros que la santé en termes de périmètre, sachant que la santé c'était déjà très gros, donc vous avez le déplacement, le logement, préserver des ressources, préserver la biodiversité, mieux produire, mieux se nourrir, mieux consommer, puis tout un volet transversal, et des éléments généraux qui essaient de faire le lien entre tout ça et justement se mettre dans une approche systémique qui est structurée, et ce sera la structuration de la présentation, autour du pourquoi, qu'on oublie systématiquement, et c'est un énorme problème, du quoi, voilà, avec la logique de plateforme publique sur laquelle on reviendra notamment pour répondre à vos questions. Et puis le comment, qui est la partie la plus complexe et souvent la plus oubliée, alors que sans ça, on n'arrive pas à mettre en œuvre effectivement ce qu'on avait promis. Donc ça, c'est la partie froide, entre guillemets, de la feuille de route, qui est très dense, qui fait 300 pages, tellement il y a de sujets et de boulot à réaliser. Et puis, comme dans la santé, la partie chaude, avec le mot de toutes les parties prenantes qui indiquent qu'elles sont prêtes à se lancer dans l'aventure collective. Ça, c'est la partie opérationnelle de la mission qui m'a été confiée. On a mis en concertation publique cette feuille de route en décembre, et une partie plus réflexive où je me suis posée sur les 10 dernières années que j'ai vécues dans la fonction publique et j'ai essayé de me dire qu'est-ce qui manque
où est-ce qu'on n'est pas bon vraiment. Et donc je suis en train d'écrire avec tout un tas d'agents publics motivés par le sujet, 2 plaidoyers pour 2 grands types très différents d'oubliés. Un, toujours pareil, une partie froide et dure, ce qu'on appelle les infrastructures de partage de données d'intérêt général. Je vous en parlerai pendant la présentation. Et 2, et ça c'est catastrophique et c'est vraiment le nerf de la guerre, les agents publics. Là, vous voyez... je vous présentais la maison du numérique en santé tout à l'heure. En 2022, quand avec Dominique, mon binôme, on a laissé la main aux premiers employés qu'on avait recrutés. Moi, je suis partie dans l'écologie. On a pendu la crémaillère de la maison du numérique avec tous les agents publics qui contribuaient au chantier. C'était un moment extrêmement émouvant qui était vraiment représentatif de la culture de travail qu'on a mis en place et qui a permis d'atteindre ces résultats. Et là, vous voyez de façon beaucoup plus artisanale, parce que c'est le début de l'histoire dans l'écologie, donc on est vraiment, on travaille avec des bouts de ficelle. La petite équipe d'agents publics qui a réussi à produire dans des délais très courts la feuille de route que je vous ai présentée. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter ça, la feuille de route numérique et données pour l'écologie, et au passage, de vous donner un aperçu de ces 2 sujets-là, voilà, sur des exemples dans l'écologie, et puis d'essayer, en structurant la présentation autour du pourquoi, du quoi et du comment, qui chacune a 2 jambes, vous allez le voir, de dire qu'est-ce qui nous manque pour être plus sages collectivement sur le sujet du numérique, en l'occurrence dans l'écologie. Il y a 3 éléments de sagesse qui manquent pour moi, un dans le pourquoi, un dans le quoi, un dans le comment. Donc on y va. Sur le pourquoi, c'est ce que vous disiez un petit peu en introduction. Le numérique, mais on l'oublie très très souvent, de façon générale et en particulier dans la fonction publique, c'est comme l'innovation, c'est comme l'argent, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen malheureusement parfois nécessaire à mettre au service d'objectifs métiers plus nobles, de politiques publiques plus nobles. Et c'est essentiel d'expliciter cette raison d'être-là et d'en faire notre boussole commune, acteurs publics, acteurs privés, associatifs, recherche, sinon on se perd et tous les arbitrages qui devraient avoir lieu derrière ne découlent pas ou pas dans le bon sens. Donc qu'est-ce qu'on avait fait dans la santé et qu'est-ce qu'on a fait là dans l'écologie? On a mis sur pied collectivement, avec toutes les parties prenantes internes et externes, notre raison d'être. Pourquoi on est là? Pourquoi on travaille? Donc ce qu'on a dit, c'est inaugurer le navire, c'est inaugurer le naufrage. Voilà, avec tout risque de technologie vient des risques de naufrage. La question c'est, est-ce que pour autant il ne faut pas inaugurer le navire? Parfois je pense qu'il ne faut pas l'inaugurer, et typiquement sur l'intelligence artificielle ça pose de vraies questions. Et parfois on est condamné à l'inaugurer et à faire en sorte de minimiser au maximum les risques de naufrage, parce que sinon, 1, on n'arrivera pas à mettre en œuvre nos politiques publiques, et 2, on risque de se faire ubériser, notamment par les GAFAM ou les BATX, avec un cadre de valeurs qui n'est pas du tout démocratique, et celui qu'on défend, nous, en France et en Europe. Donc, de façon très concrète, on a écrit un manifeste très simple, mais honnêtement, qui résout 80% des problèmes. Moi, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi on ne fait pas ça, alors que le manifeste, il s'écrit en 10 minutes, et ensuite, c'est vraiment le coût-bénéfice assuré. Donc, on explique tout bêtement que sans numérique et données, on donne sur des exemples le fait qu'on n'arrivera pas à déployer massivement les ENR, développer le covoiturage, faire de la traçabilité de la gestion des déchets, de produits des phytosanitaires, de tout simplement cibler les aides vers les ménages ou les entreprises les plus précaires, ou que tout simplement on ne saurait pas faire de rapport du GIEC sans données, parce qu'en fait, les données, c'est juste de l'information, quelque chose qui permet aux gens de travailler ensemble, de prédire, etc. Et donc, on explicite que le numérique est, encore une fois, presque malheureusement, si on pouvait s'en passer, tant mieux, c'est pas le cas, un outil indispensable pour cibler des actions les plus efficaces, gérer la complexité, réduire les délais, mobiliser, anticiper, mettre en réseau, tout simplement pour mettre en œuvre collectivement une transition écologique efficace et juste. Ça, c'est la première jambe, vers à moitié plein, opportunité. Là, c'est la partie naufrage. On n'est pas naïf, ni l'ambition ni l'urgence ne doivent toutefois nous amener à négliger les risques associés à cette technologie. Le numérique doit aider à changer le système actuel et non à l'optimiser encore davantage. C'est pas rien d'avoir réussi à mettre cette phrase, je vous le dis. Le numérique pour l'écologie doit donc se développer dans un cadre éthique, humaniste, citoyen et souverain qui lutte contre tous ces risques-là. Le technosolutionnisme, on en parlait, qui garantit la sobriété numérique, protège la vie privée, laisse personne de côté, agit contre les fausses informations, s'assure de la résilience des systèmes et du caractère démocratique des modèles numériques et puis tous les autres risques qui ne sont pas évoqués là. Ça, c'est essentiel et ça nous permet très concrètement de partir sur des bonnes bases quand on discute de ce sujet, tant en interne qu'avec la FNSEA ou avec Greenpeace. En fait, ça rassure tout le monde. On se dit, OK, en fait, on veut le beurre et l'argent du beurre. Et donc, avancer dans cette direction, tout en mettant de façon hyper proactive et déterminée derrière un cadre de valeurs éthiques, humanistes, citoyens. Ça nous fait partir sur des bonnes bases sur toutes les réunions. Et c'est typiquement
ce manifeste et le fait de le préciser sur un projet précis, qui est le projet, je vous en parlerai, de l'infrastructure de partage de données dans l'agriculture, une boîte privée aujourd'hui qui s'appelle AgDataHub, dont on a arbitré jeudi malgré le contexte politique. J'espère que ça va atterrir comme prévu, qu'on l'a nationalisé parce que c'était essentiel pour garantir la souveraineté agricole, la transition agroécologique, etc. Ça nous a permis de faire en sorte que ce projet de nationalisation soit soutenu tant par la FNSEA, les chambres d'agriculture, etc., que par les ONG environnementales, parce qu'en fait, on a dit c'est nécessaire pour arriver à faire tout ça, suivre la qualité des sols, gérer les pénuries sur l'eau, faire de l'affichage environnemental alimentaire, augmenter le revenu des agriculteurs pour qu'ils touchent une prime environnementale quand ils réduisent leurs pesticides de façon simple, etc., etc. Et ça nous a aussi permis, ça c'est vraiment une boîte qu'on ouvre rarement, mais c'était très très compliqué, de nous aligner, nous, en interne, acteurs publics, donc non seulement entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Écologie, qui pour une fois étaient d'accord sur un sujet, mais surtout entre les acteurs publics métiers et les acteurs publics plus de la sphère économique bercienne, entre guillemets, qui, je vous le dis en toute transparence, je pense que c'est important, qui, eux, voyaient AgDataHub, donc une société privée, un peu une start-up, etc., comme une boîte dont l'objectif, pour nous, politique publique, c'était d'en faire une licorne, quoi. Je caricature, mais de faire en sorte qu'elle soit le plus rentable possible, qu'elle scale, etc. Donc qu'elle fasse de l'argent, quoi, pour ses actionnaires. Alors que pour nous, acteurs métiers, le principal objectif de AgDataHub, c'était qu'elle permette de se déployer dans des délais compatibles avec l'urgence écologique, pour faire en sorte qu'on arrive enfin à faire cette transition agroécologique sur les émissions des pesticides, la qualité des sols, etc. Et certes, pour construire cette infrastructure, il faut des financements publics, des financements peut-être privés, etc. Mais c'est un moyen et c'est pas un objectif en soi. Et c'est le fait d'être reparti de ce manifeste, de se dire mais pourquoi on travaille au bout du bout, notre objectif c'est ça, et ensuite faire en sorte de trouver des financements, c'est un moyen et on n'inverse pas les deux, qui nous a permis d'obtenir cet arbitrage. Donc ça c'est sur la partie du pourquoi. L'élément de sagesse qui manque sur le pourquoi, c'est que la plupart du temps, on ne le définit pas. Voilà. Et ensuite, on passe son temps à être dans des postures avec les acteurs publics internes, avec les acteurs externes, parce que tout simplement, on n'a pas défini pourquoi on était là et qu'on travaillait jour et nuit dans la fonction publique. Ça, c'est la partie du pourquoi. C'est la partie facile. La partie du quoi, elle est beaucoup plus aride, mais bon, les problèmes systémiques comme l'écologie sont complexes, et donc on est bien obligé de rentrer dedans. Cette partie du quoi, c'est OK, on a fixé le manifeste, c'est un peu une déclaration d'intention quand même vague. Hein. Concrètement, comment on fait maintenant pour avancer dans le sens de ce manifeste? Là aussi, ça marche sur deux jambes. La première jambe, c'est celle-ci, c'est de dire on a défini un manifeste de façon générale, on va le préciser et le spécifier en parlant de problèmes de vraies personnes, enfin de personnels fictifs en l'occurrence, mais de personnes imaginées sur le terrain pour être sûr de ne pas être hors sol. Donc vous voyez nos différentes thématiques, là, mieux se déplacer, mieux se loger, mieux se nourrir, mieux consommer, mieux produire, mieux préserver la biodiversité. Et on explique quelles sont nos priorités métiers. On ne parle pas de numérique à ce stade, mais on explique pourquoi ces gens-là, ils galèrent aujourd'hui à cause de nous, parce qu'on n'a pas fait le boulot sur le sujet de l'urbanisation des outils numériques et du partage de données. Donc si je reviens sur l'agriculture, on explique pourquoi Anne aujourd'hui, même si elle adopte des pratiques vertueuses d'un point de vue de la qualité des sols, par exemple, elle a beaucoup de mal à trouver des financements pour faire en sorte d'être accompagnée de cette transition. Étienne, à l'inverse, un agent public qui travaille au ministère de l'Agriculture, n'a pas les données nécessaires pour savoir quelles sont les pratiques les plus vertueuses pour l'environnement et comment du coup piloter et évaluer la politique publique dont il a la charge. Comment Mélanie, qui est propriétaire, qui veut rénover son logement, elle a du mal à toucher ses aides parce qu'elle doit faire 15 dossiers différents. On n'est pas du tout dans ce qu'on appelle le dites-le-nous qu'une fois, etc. Comment Nirmala, qui est en agence d'urbanisme, qui soit faire en sorte de défendre la biodiversité, elle aussi, elle a énormément de problèmes à faire son travail. Comment Pascal, qui est dans une entreprise, responsable RSE d'une entreprise de marque de vêtements, il a du mal à mettre en place l'affichage environnemental parce qu'il y a un problème de numérique et données. Donc on prend plein d'acteurs, des ONG, des citoyens, des entreprises, des agents publics nationaux, territoriaux, etc. Et on explique pourquoi tout cela, aujourd'hui, ils galèrent à travailler, tout simplement, parce qu'ils ont des problèmes de sujets numériques et données. Et donc, notre travail d'ingénieur, après, c'est de l'expliciter. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais par exemple, sur l'agriculture, je vous parlais d'Anne qui n'arrivait pas à toucher des financements. Pourquoi ? Parce que c'est le bazar, quoi. Il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus que ça. Ça, c'est toute la partie des outils numériques publics. Ça, c'est toute la partie des outils numériques privés. Les deux doivent bien s'urbaniser et chacun doit jouer son rôle et pas le jouer à la place de l'autre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Cette base de données, elle devrait être publique. À l'inverse, tous ces outils devraient plutôt être privés. Il nous manque tel identifiant, telle norme d'interopérabilité, etc., etc. Donc on explique, on adapte pourquoi la vie d'Anne est compliquée et on dit en cible, voilà comment il faut réurbaniser tout ça pour que la vie d'Anne soit fluide, etc. Donc ça, c'est la partie, disons, ingénieur.
pour prendre ces arbitrages, notamment quel identifiant il faut créer, est-ce que ce truc, ça doit être public ou privé, etc., on a besoin de dézoomer et de revenir sur la logique de plateforme publique qu'on a définie dans Ubérisons l'État avant que d'autres ne s'en chargent. Donc on a, avec Clément, choisi ce titre de façon un peu provocatrice pour attirer l'attention, mais ce dont on parle dans le livre, ce n'est pas l'ubérisation de l'État, c'est plus spécifiquement la plateformisation de l'État, où on présente et on défend la logique de plateforme publique, qui était avant appelée État plateforme par Henri Verdier, Nicolas Collin, Sébastien Soriano, tout un tas de gens qui avaient travaillé à ce sujet avant nous. Qu'est-ce que c'est la logique de plateforme publique? Ça s'explique à un enfant de 6 ans. Ça dit comment est-ce qu'on fait pour répartir les rôles entre le public et le privé sur des sujets numériques, dans la santé, dans l'écologie, dans l'agriculture, partout. On s'inspire du mode de gouvernance d'une ville dans lequel les pouvoirs publics ils font 2 choses. Ils font les règles, code de la route, code de l'urbanisme, etc. Mais ils font aussi les infrastructures de base qui permettent l'échange et le partage. Le réseau d'eau, le réseau d'égout, le réseau d'électricité et les routes, où ils les supervisent. En revanche, ils ne font pas toutes les maisons de la ville. Sauf HLM, sauf exception, parce qu'il n'y a pas de business model et que le privé s'en saisit pas, qu'il y a un besoin sociétal. Sinon, les buildings, c'est le privé, les assos qui le font. Nous, notre travail, c'est de faire en sorte que ces maisons, elles respectent les règles, le code de l'urbanisme, et qu'elles se raccordent à nos infrastructures, qu'elles jettent leurs déchets dans le réseau d'égout et pas dans le jardin du voisin d'à côté. Dans le numérique, en santé, pour l'écologie, pour l'agriculture, pour l'intérieur, etc., c'est la même logique. Ça se synthétise par cette maison. Donc là, qu'est-ce que vous voyez dans cette maison? Vous voyez les règles socles d'éthique qui visent à lutter contre tous les risques vus dans le manifeste, de sécurité et d'interopérabilité. Ensuite, on a l'équivalent des égouts, du réseau d'eau, des routes, qui sont les infrastructures socles. Donc, on a à la fois la partie contenu, donc des données, que ce soit des données d'identité citoyen avec France Connect, par exemple, d'identité des pros, des structures ou d'identité autres, par exemple l'identité des bâtiments, l'identité des animaux, l'identité des hôpitaux, etc. Et on a des données métiers, c'est celles qu'on cherche à ouvrir la plupart du temps. Donc, les diagnostics de performance énergétique, la qualité des sols, le compte-rendu d'hospitalisation, toutes ces données-là. Ces données, elles existent, elles sont dans des bases éparses, etc. Ensuite, il faut qu'elles circulent via des tuyaux, via du contenu, soit pour être diffusées en open data, soit pour être partagées dans un cercle restreint fermé d'acteurs. Ça, c'est le premier point du plaidoyer, là, du retour d'expérience dont je vous parlais tout à l'heure, parce que c'est un point qui est victime d'une asymétrie d'attention qui est catastrophique au détriment de sujets numériques plus sexy comme la blockchain, le cloud, l'IA, le métaverse, etc. Alors que c'est eux, c'est elles, et toutes les infrastructures sous-jacentes, parce qu'en fait tout s'appuie sur les couches d'en dessous, hein, ça c'est un schéma d'urbanisation informatique en fait, ni plus ni moins, c'est elles qui permettent de résoudre 95% des problèmes des gens qu'on a vus précédemment. Ça c'est la deuxième jambe. La première jambe c'était les cas d'usage micro, la deuxième jambe c'est la version macro urbanisée, disons. Donc ces fondations de la maison, c'est ça l'équivalent de notre code de l'urbanisme et de nos réseaux d'égouts, ça doit être public. Et dans Ubérisons l'État, qu'est-ce qu'on expliquait? On expliquait que Uber, par exemple, qui fait partie des murs de la maison, donc c'est un service numérique à valeur ajoutée métier pour les professionnels, en l'occurrence les taxis et pour les citoyens, il s'appuie sur des briques, ces données sont gérées par Amazon Web Services, il s'identifie avec Facebook Connect, le GPS de ces taxis, c'est Google ou Waze, etc. Il s'appuie sur des fondations qui sont privées. Donc non seulement ça pose tout un tas de questions sur la régulation des plateformes, on avait appelé les GAFAM des métaplateformes, et Uber et Airbnb, etc., des plateformes satellites qui leur tournaient autour et qui se raccrochaient à ces métaplateformes. Non seulement dans le secteur privé concurrentiel, ça pose des problèmes, je travaillais sur ça à l'ARCEP, sur la régulation des plateformes, c'était un peu en lien avec votre question, mais ce n'est pas ce dont je vais parler aujourd'hui, comment on régule ces plateformes, le DMA, le DSA, etc., ce n'est pas ce dont je vais parler. Moi, ce dont je vais parler, c'est quand on a besoin de ces infras pour une politique publique d'intérêt général. Là, il n'y a pas de débat. C'est juste hors de question qu'on paie nos impôts en se connectant avec Facebook Connect, comme c'était le cas en Angleterre il y a un bout de temps. Donc là, on a besoin d'infra qui soit public. Ça ne veut pas dire que le privé n'a pas de rôle derrière. Souvent, ils sont en prestataire, en marque blanche. Mais ces infras, ils ne leur font pas en leur nom propre. C'est juste pas éthique. Ça véhicule un cadre de valeurs derrière qui est défini par eux et pas par nous démocratiquement. Et donc pour ça, et pour ne pas se faire ubériser, il faut nous-mêmes qu'on les construise, ces infrastructures. Et elles sont hyper dures à construire parce que techniquement c'est compliqué, parce qu'en termes de gouvernance c'est compliqué et tout, mais on peut le faire. Donc ça c'est les fondations de la maison. Et ensuite l'équivalent des buildings de la ville qu'on ne fait pas sauf HLM, c'est les services numériques à valeur ajoutée métier qui se voient, hein, c'est toute la partie sexy qu'on ne fait pas nous en interne de la puissance publique, que font les acteurs privés, la Startup Nation et compagnie, ou bien pour les citoyens, ou bien pour les professionnels, ou bien pour les deux. Donc typiquement Doctolib pour prendre nos rendez-vous en ligne, je sais pas quoi, CGDIM qui va faire le logiciel des hôpitaux, les systèmes d'information de Veolia sur la gestion des déchets, tout ça, c'est du domaine concurrentiel.
Nous, notre boulot, c'est de les réguler avec les nuages pour faire en sorte qu'ils respectent nos règles, qu'ils soient éthiques, sécurisés, interopérables et qu'ils se raccordent par API en lecture, en écriture à nos infrastructures socles. Et ensuite, ces logiciels utilisent des données ici à des fins primaires, dans la santé, pour soigner, pour prévenir, etc., qui doivent remonter dans le toit de la maison, dans les observatoires, pour être utilisés à des fins secondaires, ou bien pour le pilotage des politiques publiques, par exemple lutter contre les déserts médicaux, ou bien pour la recherche et l'innovation, et puis voilà, pour typiquement des chercheurs, etc. Et pour que ce schéma d'urbanisation soit respecté et que chacun joue son rôle sur son juste terrain de jeu, on a besoin des nuages, j'y reviendrai tout à l'heure. Ag Data Hub, typiquement l'infrastructure agriculture dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, c'était un objet non identifié. Parce que on parlait beaucoup d'IA, évidemment, on parle que de ça, etc. On parlait un peu d'open data, mais en fait, ce truc-là, qui était pourtant indispensable pour que, par exemple, quand on veut faire l'affichage environnemental sur une baguette et afficher le coût environnemental de la production d'une baguette, on a besoin que l'agriculteur dise quelles étaient ses pratiques agricoles, combien il utilise d'eau, de pesticides, etc. Qu'il les transfère au meunier, qui va dire comment il a fait pour faire de la farine, quelle énergie il a utilisé, qu'il les transfère à la coopérative, qu'il les transfère à la chambre d'agriculture, qu'il les transfère à l'ASP, qui va payer les aides de la PAC, qu'il les transfère au ministère de l'Agriculture, qu'il les transfère au ministère de l'Écologie, qui va faire tourner un outil qui s'appelle Ecobalise pour dire c'est ça le coût environnemental de la baguette, évidemment, ça s'organise. Ça ne se fait pas par Excel envoyé par Gmail. Voilà, ça se fait par des infrastructures de partage de données. On a besoin de notre réseau d'égouts à nous. Et aujourd'hui, il n'existait pas, et c'est des sujets qui ne sont pas sexy, qui sont long terme, dans lesquels il n'y a que des baffes à prendre, dans lesquels il y a très peu de crédits politiques à obtenir, qui sont très mal compris, et donc qui sont pas portés, alors que ne serait-ce que même si on pensait que l'IA allait sauver la planète, on a besoin des infras de partage de données, dans tous les cas, pas que des LLM. Donc, dans tous les cas, il faut les faire. Donc, on peut se demander pourquoi on n'arrivait pas à les faire. Donc, j'avance. Ça, c'est le modèle général. Il est duplicable partout. Donc dans l'écologie, c'est tellement gros qu'on n'a pas fait une seule maison, on a dû faire plein de petites maisons. Donc le ministère des Transports, voilà, trop mignon, ils m'ont dit, nous c'est pas une maison, c'est une gare. Donc ils ont fait leur petite gare. Du coup, on a fait une petite écologement sur mieux se loger, une petite ferme pour mieux se nourrir, un petit magasin pour mieux consommer, une petite usine pour mieux produire et des petites cabanes pour mieux préserver la biodiversité et les ressources. Et vous avez des tuyaux, des animaux et des oiseaux qui passent de maison en maison, parce que même si on ne mélange pas des choux et des carottes, y compris en termes de parties prenantes, et qu'on ne met pas tout au sein de la même maison, si par exemple on veut qu'un maire ici, qui signe un PLU, il soit sûr qu'il n'est pas en train de couper une trame verte et bleue ou une zone Natura 2000 et mettre en péril des espèces protégées, il faut que des bases de données qui soient là et circulent juste au logiciel du maire ici. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, typiquement. Les maires n'ont pas cette information parce que la base de données du Muséum d'histoire naturelle n'arrive pas de façon native dans leur logiciel. C'est aussi bête que ça. Et il n'y a pas besoin d'IA, en fait, pour résoudre ce problème. Il y a besoin d'infrastructures de partage de données. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'IA, etc. Je dis que là, on est des moutons, quoi. Il y a un problème typiquement de sagesse collective sur ce sujet. On a l'impression qu'on a trouvé une solution qui essaie de juste justifier a posteriori en essayant de trouver dans des problèmes qu'elle peut résoudre, alors que nous, des problèmes collectivement, on en a plein et on préférait qu'on mette notre attention, c'est-à-dire nos moyens humains et financiers, notre temps, à résoudre ces problèmes avec les technologies existantes plutôt que... Voilà. Donc, j'avance. Ensuite, pour vous montrer un peu l'ampleur du sujet, la complexité et comment on a essayé de le structurer, voilà, vous avez le détail là sur la gare, par exemple. Il y a plein de briques sur lesquelles il faut travailler, des infrastructures SOC, des règles SOC, des observatoires et tout. On les a structurés. On a dit qu'il y en a 11 qui sont prioritaires pour aider les personas qu'on a vus avant. C'est comme ça qu'on ne se noie pas dans la complexité. On définit les personas clés et ensuite on se dit, OK, toutes ces briques, il faut les faire avancer, mais il y en a 11 qu'il faut faire avancer plus vite que d'autres pour faire du 80-20, c'est elle. Et celle qui est entourée en noir, c'est une infra de partage de données. Typiquement, c'est celle qui va servir à faire en sorte que pendant les Jeux Olympiques, on arrive à accueillir correctement les personnes en situation de handicap, notamment les délégations, et faire en sorte qu'elles soient bien prises en charge entre l'aéroport, le bus, l'endroit où elles s'entraînent, etc. C'est aussi cette infrastructure qui va faire en sorte que le ministère de l'Intérieur ait les données pertinentes pour assurer la sécurisation des délégations olympiques. Donc, ce n'est pas des petits enjeux, c'est des gros enjeux. Sur mieux se loger, de la même façon, la maison, une infrastructure prioritaire qui est l'espace numérique du logement. Vous avez peut-être entendu parler de tous les problèmes pour que les propriétaires y touchent leurs aides à la rénovation quand ils essaient de rénover leur bâtiment. Voilà, on entend parler dans la presse, il y a énormément d'inefficacité, etc. C'est parce qu'on n'a pas l'infrastructure numérique de partage de données sur le logement. Sur mieux préserver les ressources, c'est encore plus gros parce que c'est très vaste. Il y a l'eau, la mer, la forêt, etc., les sols, l'atmosphère, les risques, les déchets. Mieux préserver la biodiversité, mieux produire avec l'usine. Vous voyez encore des infras de partage de données essentielles. Mieux se nourrir avec la ferme et l'infrastructure Ag Data Hub dont je vous parlais tout à l'heure.
Mieux consommer, pareil, cette base-là, c'est une infrastructure de partage de données qui est essentielle pour faire l'affichage environnemental dont je parlais, mais aussi le projet de loi Fast Fashion, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une énorme avancée, qui vise à lutter contre la surproduction de vêtements de Chine, par exemple, et faire en sorte qu'on arrête de marcher sur la tête. Sans cette infra de partage de données, on ne peut pas mettre en œuvre le projet de loi Fast Fashion. C'est aussi direct que ça. Et puis, il y a tous les sujets transversaux. Dans la santé numérique, on avait fait aussi notre petite maison. Et l'infrastructure de partage de données tristement fameuse qui ne fonctionnait pas, depuis 2004, on avait déjà dépensé 1 milliard d'euros dessus, c'est le DMP, le dossier médical partagé, qu'on a complètement modernisé au service de ces cas d'usage qui sont quoi? Qui sont faire en sorte, je ne sais pas si vous avez ouvert votre espace santé, je vous incite vraiment à le faire, que le compte-rendu de biologie, les ordonnances, vos radios, etc., circulent de façon fluide et sécurisée, déjà avec vous, que vous les récupériez sans avoir à courir après, et faire en sorte que tous les professionnels de l'équipe de soins, le pharmacien, le médecin, le biologiste, l'EHPAD si vous êtes une personne âgée, les radios, le médico-social, etc., les aient aussi pour vous prendre en charge correctement. Pour ça, il faut un identifiant, mais il faut aussi une infrastructure de partage de données. Ça faisait depuis 15 ans que c'était une coquille vide, et vous voyez, on a une courbe exponentielle d'alimentation du DMP de mon espace santé, avec 95% de mon espace santé qui sont déjà ouverts, 12 millions de Français qui les utilisent régulièrement, 80% des hôpitaux qui sont déjà connectés et tout. C'était les 12 travaux d'Hercule pour arriver à faire ce truc qui a l'air très simple. C'est juste pour montrer que c'est possible. Pareil, ça c'est la maison santé version Covid. Pendant le Covid, on a mis en place CIDEP qui vous envoyait automatiquement votre résultat de test RT-PCR. C'est un projet qu'on n'arrivait pas à faire depuis 8 ans sur d'autres maladies infectieuses, la dengue et le chikungunya. On a réussi à le faire en 3 semaines parce qu'on a activé les leviers du comment. Et je vous dis ça parce que je vous ai parlé tout à l'heure, donc là on a parlé des 2 infrastructures santé, mon espace santé CIDEP, de Hack Data Hub, de l'infrastructure de la consommation, des mobilités, du logement. C'est pareil dans l'éducation. Vous avez entendu parler un peu des scandales sur le non-remplacement des profs absents dans les établissements publics, etc. Aujourd'hui, le ministère de l'Éducation a énormément de mal à avoir ne serait-ce que des données sur effectivement quels sont les profs pas remplacés, absents, comment on fait, parce qu'on n'a pas l'infrastructure d'éducation. Derrière chaque politique publique, il y a un enjeu de travailler ensemble. C'est aussi bête que ça. Pour travailler ensemble, il faut être capable d'échanger de l'information, et donc il faut des données, et donc il faut des outils numériques pour les produire. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais conclure sur le comment. Dans le premier plaidoyer que j'ai fait dans le retour d'expérience, qu'on a fait avec tous les agents publics qui travaillent sur des infrastructures présentées, là, les 7, on a commencé par revenir au pourquoi. On a expliqué pourquoi ces infrastructures étaient absolument essentielles, tant pour l'efficacité métier budgétaire des pouvoirs publics, pour atteindre nos objectifs de politique publique, mais aussi pour l'efficience budgétaire. Voilà, mon espace santé, ça permet d'éviter 30% de redondance d'actes en biologie et en radiologie. Aujourd'hui, un hôpital, souvent, il refait la prise de sang parce que c'est pas arrivé à l'heure, en gros, de la ville, du laboratoire de médecine de ville. Ça, c'est 30%. C'est pareil en radiologie, c'est l'équivalent de 3 à 5 milliards d'euros par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des ordres de grandeur. On a réussi à obtenir dans l'écologie 10 milliards d'euros supplémentaires seulement. Là, on est en train de parler, juste pour ce petit sujet en santé, de 3 à 5 milliards d'euros par an. Donc, ce n'est pas une paille. Donc, voilà, moi, je l'utilise ça évidemment pour essayer de convaincre la direction du budget de financer ces infrastructures de partage de données. Et puis, pour la sphère plus Bercy, entre guillemets, on dit aussi que c'est essentiel pour l'efficacité environnementale et économique des entreprises, tant pour les sujets simplification, que sobriété, que réindustrialisation, je ne rentre pas dans les détails. Et sur les sujets plus indirects, sur les sujets numériques, on n'arrivera jamais à faire de l'intelligence artificielle et même des services numériques innovants, c'est-à-dire les murs et le toit de la maison, si on n'a pas les couches basses. Voilà, c'est construire tout sur du sable. Et si on veut avoir une chance de gagner notre souveraineté, tant sur les sujets N-1, le cloud, que sur les sujets N+1, l'IA, il faut absolument qu'on maîtrise ces infras de partage de données et pas qu'on se fasse ubériser. Donc pourquoi, alors qu'il y a tous ces avantages, on n'arrive pas à les faire avancer? C'est quand même assez fascinant d'un point de vue sociologique, etc. Donc voilà, on a essayé de remédier à ce problème-là et de dire, dès lors qu'on intuite qu'il y a besoin d'une infra de partage de données, comment on fait pour prouver qu'il y en a vraiment besoin? Donc il faut se poser ces questions-là et on aide à y répondre. Quelles sont les caractéristiques de cette infra ensuite? Est-ce qu'elle doit être unique? Il peut y en avoir plusieurs. Quelle est sa gouvernance, son modèle économique, centralisé, décentralisé? Et surtout, comment on fait pour arriver à la sortir alors que c'est si difficile? Donc j'en arrive sur le comment. Donc pour moi, l'élément de sagesse qui manque sur ce quoi, c'est cette asymétrie d'attention qui est
presque une source d'angoisse pour les agents publics qui travaillent sur ces sujets. On voit que les enjeux sont énormes et à quel point ils ne sont pas portés, pas financés, on n'arrive pas à passer le mur du son en interne comme en externe. Pour vous dire, on utilise des conférences sur l'intelligence artificielle pour parler de ça. On ne parle pas du tout d'IA, sinon on n'a même pas de voix en fait, sur ces sujets. Donc ça, c'est vraiment l'élément de sagesse qui manque pour moi sur la partie du quoi, des actions concrètes. Et ensuite, sur la partie du comment, je vais essayer de conclure sur ça, et c'est vraiment le plus important. Il y a 2 jambes, à nouveau. Il y a la première jambe qui sont en fait indiquées ici, transformation de l'interne, régulation de l'externe. Sur la partie interne, il y a plein de sujets. Il y a une gouvernance efficace, des moyens humains et des moyens financiers et tout. Mais le plus important, c'est ça. C'est la culture d'équipe. Ça, c'est la culture d'équipe qu'on a définie dans la santé et dans l'équipe numérique et données pour l'écologie. En gros, je caricature et c'est pas correct, mais c'est l'inverse de la culture administrative classique. Donc vous voyez, il y a plusieurs piliers. Avoir une attitude positive et ouverte, pas être cynique. Agir avec courage, rigueur et cœur, donc comme un citoyen engagé plutôt que comme un gestionnaire. Ça, c'est peut-être le plus important, agir avec détermination et pragmatisme. Il y a vraiment un sujet, il faut presque être un peu fou pour s'attaquer à ces sujets, tellement ils sont compliqués. Donc il faut vraiment arriver à recruter et créer une ambiance de travail extrêmement courageuse où les gens ont moins peur de mal faire qu'envie de bien faire. Et ça, c'est absolument essentiel. Je le dis tout le temps, les questions sur ces sujets, c'est pas tant est-ce que c'est possible de réussir, c'est est-ce que c'est éthique de ne pas essayer. Quand on arrivait avec mon espace santé, ça faisait 15 ans qu'on échouait sur le DMP. Les gens se moquaient de nous. Ils nous disaient, mais vous allez remettre un coup de peinture sur le DMP, c'est impossible, ça fait 15 ans qu'on essaie, on a mis 1 milliard d'euros dessus. Et nous on dit, non mais on ne va pas laisser le carnet de santé numérique à Apple. Aujourd'hui, vous avez une application, si vous avez un iPhone qui s'appelle Santé, ou à Doctolib, même si c'est un acteur français, c'est un acteur privé. On n'a pas laissé le carnet de santé papier à Sanofi. Bon ben alors, il faut le faire, donc on va tout essayer pour le faire. Et en pratique, c'est pas encore gagné, mais c'est en train de fonctionner. Donc il y a vraiment, il faut arriver à se mettre dans cette dynamique-là. Être proche du terrain et des faiseurs, tout le temps déprioriser les réunions internes, y compris avec le ministre si c'est nécessaire, pour aller à une conférence, pour aller dans un hôpital, pour aller parler à un agriculteur, etc. Partager largement l'information et faire preuve de solidarité, surtout pas rentrer dans des guerres de posture entre opérateurs, administrateurs et tout, dont on meurt dans l'administration. Tous les agents publics, honnêtement, 95% d'entre eux veulent travailler comme ça. Mais en pratique, on se fait écraser par le système. Donc il faut absolument qu'on arrive à se moderniser, à créer des espèces d'havres de paix comme ça au sein de l'administration, et encore une fois, c'est possible. Donc ça, c'est le premier point sur la transfo interne. Le dernier point, c'est sur la régulation de l'externe. Je ne sais pas si vous voyez où atterrir de Bruno Latour. C'est le moment d'inverser la matrice. C'est-à-dire que dans le quoi, on dit collectivement, ce qu'on veut faire, c'est telle action, telle action, telle action. Là, c'est l'inverse. On dit, OK, donc pour arriver à faire toutes ces actions-là, tel acteur, tel acteur, tel acteur, il doit faire quoi? C'est quoi sa to-do list? Donc pour arriver à sortir AgDataHub, les chambres d'agriculture, elles doivent faire quoi? Le ministère de l'Agriculture, il doit faire quoi? L'ASP, le ministère de l'Écologie, les assos environnementales, les agriculteurs eux-mêmes, etc. Et on dresse leur to-do list. On les dresse avec eux, donc ça c'est toute la partie co-construction qui est clé dont je reparlerai. Et ensuite, on active carotte et bâton, on régule l'écosystème, nous, puissance publique, pour être sûr qu'on sorte du dilemme du prisonnier et que chaque acteur ait les moyens de faire ce qu'il a à faire, avec des subventions si besoin, un accompagnement humain, etc. Et le fasse effectivement, parce que là c'est le levier coercitif, on met dans la loi que c'est obligatoire, on met des sanctions si c'est pas respecté, etc. etc. Ça paraît très basique ce que je dis, mais en pratique c'est très très rarement fait. Quand on met en place une politique publique, on est convaincu qu'il suffit de mettre de l'argent et de sortir un décret, puis que ça va se passer tout seul. Ça ne marche jamais comme ça en pratique. Il nous manque une science de la régulation. Et le plus important, c'est cette partie-là, engagement. Il faut absolument qu'on arrive sur tous nos projets de politique publique, surtout les plus complexes, à rentrer dans une logique de co-construction sincère, efficace, permanente, exigence, terrain avec les acteurs publics. Donc nous, ce qu'on dit de façon un peu provocatrice, c'est qu'habituellement, et je parle des 20 dernières années, indépendamment de partis en place, etc., on a l'habitude de décider de façon un peu autoritaire et fermée, et d'appliquer de façon molle. Et donc, on retarde ensuite les délais, etc. Nous, on dit qu'il faut faire l'inverse. Il faut peut-être prendre plus de temps pour décider, de façon hyper collaborative. Donc là, c'était la frise de ce qu'on a fait en santé. Vous voyez, on a fait des tours de France tous les ans. On avait un conseil du numérique en santé où on rendait des comptes de tout l'écosystème tous les 6 mois. On a fait des ateliers citoyens, type Convention citoyenne pour le climat. Pareil dans l'écologie. Voilà, on a vraiment un truc super fort de co-construction. Donc ça prend du temps. On est vraiment à l'écoute, exigeants, sincères les uns avec les autres. Par contre, une fois qu'on a décidé, c'est la Chine, quoi. Donc c'est ce qu'on appelle la dictature collaborative. Moi, j'en peux plus d'entendre, c'est quand même plus pratique qu'une dictature pour la transition écologique. Non, enfin, on décide collectivement, et ensuite, une fois qu'on a décidé, on peut être hyper efficace si on régule chacune des parties prenantes. C'est pas si compliqué que ça.
Donc c'est vraiment la méthode du comment, et c'est vraiment ça qui nous manque aujourd'hui dans la fonction publique, en agent public. Et quand on arrive à faire ça, ça peut devenir une aventure collective. Ça, c'était les ministres de décembre dernier qui disent tous que la feuille de route est essentielle, qui vont s'y impliquer. On a des territoires qui notamment n'aiment pas dire que l'État fait des choses bien. On est toujours dans une logique décentralisation, version jacobine, etc. On a les régions de France, les maires de France, tout le monde qui salue la démarche de co-construction et qui dit on va s'y impliquer pour la mise en œuvre. Et surtout, on a les parties prenantes externes, que ce soit des ONG, des start-upers, l'ONU, la Commission européenne, la CNIL, le CNUM, la Banque mondiale, Solagro, etc., Valérie Masson-Delmotte, qui disent que c'est top et qu'il faut y aller, etc., etc. Donc pour conclure, ce que je veux vous dire, c'est que pour moi, les 3 éléments de sagesse qui manquent, mais vraiment j'ai réfléchi à ça très rapidement et ça m'intéresse d'en débattre avec vous ici puis plus tard, c'est sur le pourquoi, tout simplement le définir. Si on n'a pas de boussole commune, on peut toujours galérer ensuite et avoir des débats qui ne seront pas clairs parce qu'on n'a pas dit collectivement quel était notre objectif et on passe notre temps à inverser objectifs et moyens, que ce soit écologie, économie ou technologie, politique publique, etc., etc. Premièrement. Deuxièmement, sur le quoi, soyons lucides et retrouvons de la rationalité. Posons-nous la question de où est-ce qu'il faut mettre notre attention, nos moyens humains et nos moyens financiers au regard des problèmes qu'on a collectivement identifiés. Et ça passe notamment par les infrastructures de partage de données. Et troisièmement, sur le comment, tout simplement, remettons de l'humain. Tout ça, c'est une histoire de personnes au bout du bout, rien d'autre. Donc c'est une histoire de personnes en interne. Il y a plein d'agents publics qui sont géniaux, qui ne sont pas connus, qui sont hyper bons, hyper gentils, hyper engagés, qui travaillent H24 et qui demandent que ça, de travailler dans la culture qu'on a définie. Donc il faut que aux responsables des fonctionnaires et des politiques publiques, c'est notre priorité de faire en sorte de faire entrer ces gens-là, de les faire travailler correctement, de les valoriser, de leur dire merci, de leur dire bravo. Et deuxièmement, il faut qu'on arrive à travailler intelligemment avec les acteurs en externe. Et c'est pas si compliqué que ça. Donc voilà, le fil directeur de ces 3 éléments de sagesse, c'est juste remettre de l'humanité. J'aime bien ce que vous disiez sur le droit doit être au service de la réhumanisation de la technologie, etc. C'est pas si compliqué que ça. Et ma conviction, c'est que c'est indispensable, en fait, que ce soit pour retrouver de la sagesse dans les technologies émergentes ou de façon générale pour résoudre les défis du siècle hyper complexes qu'on connaît. En fait, on n'y arrivera jamais si on ne travaille pas comme ça. Et deuxièmement, c'est vraiment que c'est possible et qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça et que la plupart du temps, mon constat, c'est qu'on n'a même pas vraiment commencé à essayer. Donc voilà, ce que je nous invite à faire, c'est d'essayer ensemble et d'y travailler ensemble dans la durée, quoi. Merci. C'est juste une question de clarification sur Ag Data Hub. Est-ce qu'il s'agit de rendre disponibles pour les agriculteurs eux-mêmes des données agricoles qui seraient directement exploitables, ou est-ce qu'il s'agit de mettre à disposition de start-up et d'autres entreprises des données publiques pour qu'elles puissent ensuite vendre ces données aux agriculteurs? En fait, sur ces infrastructures de partage de données, il y a plein de cas d'usage différents. Et donc, on a toujours vachement de mal quand on nous dit, mais concrètement, c'est pour faire quoi? C'est comme quand on me dit, c'est quoi les cas d'usage d'Internet? En fait, c'est Wikipédia, mais aussi Le Bon Coin, et aussi Facebook, et aussi envoyer des mails, etc. Et donc, en gros, typiquement, dans la façon dont on structure la réflexion sur les infrastructures de partage de données, on commence par expliquer à la fois les besoins macro. Donc en gros, globalement, mais ce n'est pas très satisfaisant expliqué comme ça, il y a besoin de tout ce que vous avez dit. Donc que l'agriculture échange des données avec les pouvoirs publics et avec les startups et avec la recherche, etc. etc. C'est ça le besoin macro. Et ensuite, on a des premiers cas d'usage très précis qu'on cite. Donc j'ai cité l'exemple de Anne qui veut toucher une prime environnementale parce qu'elle a diminué la quantité de pesticides qu'elle utilisait. J'ai cité l'exemple de l'affichage environnemental. Donc c'est plutôt des données, des cas d'usage qu'on appelle, où on utilise des données à des fins primaires, donc en pratique pour travailler, tous les acteurs publics, et sur l'usage à des fins secondaires, donc plutôt le toit de la maison, pour la recherche et l'innovation,
pour développer des services innovants pour les startups, etc., c'est souvent des cas d'usage qui arrivent dans un deuxième temps. Parce qu'en fait, si on résout les problèmes d'urbanisation, d'interopérabilité, de structuration des bases de données pour répondre à des besoins primaires qui souvent ne font pas débat, en plus c'est ça qui est pratique dans les besoins primaires, alors on a les données et ensuite on fait les débats qui fâchent souvent sur l'utilisation à des fins secondaires, etc. Je vous dis ça parce que dans la santé, typiquement, vous avez peut-être suivi tous les problèmes sur HealthDataHub, etc., qui est l'utilisation des données à des fins secondaires. Mon espace santé, il n'y a jamais eu de débat. Il n'y a pas une personne qui va dire il ne faut pas que le patient il récupère automatiquement son compte-rendu d'hospitalisation quand il sort de l'hôpital et qu'il puisse le donner à son kiné pour que le kiné fasse bien la rééducation parce qu'il a vu comment il s'était fait opérer. Donc en gros, on fait en sorte de mettre en premier les cas d'usage d'utilisation primaire des données. Et ensuite, typiquement dans mon espace santé, il y a un catalogue d'applications avec tout un tas d'entreprises, de start-up. Si le patient le souhaite, il peut synchroniser les données qu'on a collectées dans mon espace santé avec cette app pour qu'elle y ait accès et qu'elle lui propose des services innovants à valeur ajoutée métier, etc. Ce que fait WeThings, par exemple. Ils proposent des services qu'ils ne pourraient pas proposer s'ils n'avaient pas eu accès à toutes ces données. C'est énorme pour eux, c'est toutes les données du marché français d'un coup. Y compris, ça se monétise peut-être de notre point de vue, donc il y a peut-être une réflexion de business model et tout, mais qui sont beaucoup plus compliquées que les cas d'usage primaires. Donc souvent, pour ne pas se perdre, on commence par les cas d'usage primaires et ensuite on va vers le secondaire. Moi, de mon côté, d'abord merci beaucoup vraiment pour toutes ces précisions et tout cet enthousiasme. J'ai peut-être deux, je ne sais pas si ce sont des remarques qui sont assez liées. Bon, la première, c'est que ce que vous dites va complètement dans le sens que dans le livre qu'on avait écrit, Désubériser, on essayait d'esquisser, alors beaucoup moins précisément que nous, mais avec peut-être la petite nuance, mais qui n'en est pas forcément une, que nous n'insistions pas seulement sur les infrastructures, mais sur l'importance de donner le pouvoir aux instances locales, aux villes, en s'appuyant sur un certain nombre de choses, comme le rapport Bello et autres, en donnant vraiment le pouvoir le plus possible aux acteurs locaux et en privilégiant, tant que faire se peut, les modes de gestion en commun. Et ce qui m'amène à ma deuxième remarque, qui est beaucoup plus personnel, mais qui est lié au fait que je sois double national, donc franco-suisse, et que toutes les réflexions que je peux avoir dans le cadre de l'administration française se heurtent lors de mes fréquents retours en Suisse à ce que je vois se faire en Suisse, sachant que dans beaucoup de choses, alors pas forcément tout, mais beaucoup de questions d'organisation marchent infiniment mieux en Suisse, et je me suis demandé pourquoi. Et une des explications que je vois, c'est la répartition des compétences et des capacités de décision entre les différents échelons. Sachant que d'une part, en Suisse, il y a vraiment un niveau de subsidiarité maximum des prises de décision, c'est-à-dire tout ce qui peut être pris en charge au niveau d'une commune va l'être, puis il y a l'échelon cantonal, puis l'échelon national qui décide beaucoup moins de choses. Alors, sauf dans des moments extrêmes où le pays se reverticalise, par exemple au moment de la crise, et pas très longtemps, mais il n'y a que quelques points qui sont décidés au niveau national, par exemple l'unification des transports. Ce qui fait que le réseau des transports au niveau est totalement unifié sur tous ces plans. C'est-à-dire les trains, les bus, même les bateaux, même les téléphériques. Enfin, il y a une coordination totale sur ça, sur certains autres points. Mais en revanche, il y a une très très grande autonomie de décision aux échelons locaux et qui vont parfois jusqu'à un niveau micro. Et ça, évidemment, ça fait que sans avoir besoin, entre guillemets, de grandes infrastructures de partage de données, il y a une culture collaborative et de codécision d'un certain nombre de services qui est beaucoup plus grande. Ce qui fait que, il y a eu un exercice prospectif en Suisse récemment sur l'analyse des risques du pays, et ce qui est sorti, c'est que ce qui apportait le plus de risques en Suisse, c'était la numérisation en cours de son administration, sachant que la Suisse a pris beaucoup de retard par rapport aux autres pays sur la numérisation de son administration, mais que globalement, la plupart des gens ont l'air de dire que c'est parce que cette numérisation a pris du retard qu'un certain nombre de services sont encore plus facilement accessibles, en particulier les transports. Donc, non mais du coup, vraiment, mon expérience entre les deux pays me fait vraiment mettre en question la priorité de l'outil numérique par rapport à d'autres outils de niveau de partage de décision et de prise de responsabilité. Ouais, c'est vrai que j'ai très peu parlé. J'ai parlé de la partage des rôles public-privé. J'ai pas parlé au sein du public entre les différents échelons, territorial avec en France millefeuille, national, européen, international. Sur ces sujets, c'est comme d'habitude, si on rentre pas un peu dans la complexité, on dit n'importe quoi. Typiquement, les gens qui parlaient d'ubérisons l'État avant que d'autres ne s'en chargent, ils voyaient le titre, ils disaient vous êtes des libertariens américains, ils lisaient le livre, ils disaient vous êtes des communistes, etc. La vérité, c'est que non, justement, c'est un juste milieu entre les deux où chacun joue son rôle sur ce terrain de jeu au service de l'intérêt général. Sur les sujets territorialisation, et les régions, et les maires, et les EPCI, etc., l'ont très bien compris. C'est pour ça qu'elles ont été
hyper positive dans les remarques qu'elles ont faites, c'est que là, à nouveau, c'est pas noir ou blanc. Avant, dans Ubérisons l'État, on appelait ça l'État plateforme. Et on a dit non, il faut appeler ça plateforme publique, parce que cette plateforme, parfois c'est l'État qui l'a fait, mais parfois c'est l'Europe, parfois c'est le niveau international, et parfois c'est infranational. Ça dépend de quoi. Souvent, plus c'est profond, plus c'est commun. Typiquement, le RGPD, c'est ici, c'est commun. France Connect, c'est au niveau national. Les infras de partage de données, ça se débat déjà plus. Dans la santé, par exemple, mon espace santé, c'est national, mais d'autres infras qui existent, ce n'est pas les mêmes en Guyane et en Nouvelle-Aquitaine, parce qu'il y a des spécificités territoriales qui expliquent ça. Le truc, c'est souvent, plus un sujet est mature, plus il est commun, parce qu'au début, il émerge du terrain, parce que le besoin émerge du terrain. Et en fait, plus on avance, plus on se dit, non seulement, par exemple, on a besoin de comparer les régions entre elles pour arriver à sommer les tonnes carbone au bout du bout et savoir si la France y est. Donc on a besoin de normes communes, on a besoin d'infra de partage de données communes, etc. Mais en plus, on se rend compte que ce n'est pas efficace, en fait, que chaque région refasse son truc, alors que c'est exactement les mêmes besoins qu'on est dans les couches basses d'une région à l'autre. Et donc, plus un sujet est mature, puis il devient national, européen, international, donc c'est évolutif. Ce qui est important, c'est que ce soit clair à un instant donné. Souvent, ce n'est pas clair à un instant donné, donc il y a des doublons et tout, alors qu'on dit, bah, là c'est ça, il y a une clause de revoyure dans un an, ça évolue, ça mutualise, etc. Et deuxièmement, plus les cas d'usage sont internationaux, plus ils sont légitimes à être... Typiquement, dans la santé, il y avait peu d'exemples internationaux, à part les maladies rares ou la pandémie. C'est très, très national quand même, la santé. Alors que dans l'écologie, évidemment, là, je suis en train de travailler sur la déforestation du bassin du Congo. Si on veut être sûr qu'en Europe, on n'importe pas du bois issu de la déforestation, bah, il faut qu'il y ait des données qui circulent entre eux et nous. Donc, de fait, l'infrastructure, elle est nationale, elle est internationale, etc. Donc... voilà, c'est pas noir ou blanc. Ce qui est sûr, c'est que c'est public et pas privé, et qu'ensuite, il faut travailler ensemble pour savoir quel est le bon échelon. Quand même, et c'est pas anodin qu'on l'ait appelé infra de partage de données, c'est très drôle ce que vous avez dit sur la Suisse, parce que, voilà, moi j'étais pas mal aux États-Unis, etc. Leurs infrastructures physiques ne fonctionnent pas, le train, le réseau d'eau est tous catastrophique par déficit chronique d'investissement dans ces infras, mais aussi du fait du caractère fédéral. Et d'ailleurs, sur les sujets numériques, les Allemands, ils ne sont pas très bons, aussi parce que nous, avec mine de rien, la vision plus jacobine centralisée sur les infras de partage de données, elle est quand même plus efficace dans une certaine mesure. Et ce qu'ont très bien compris les collectivités territoriales, c'est que leur mettre à disposition, en tant qu'État, des briques des fondations de la maison, c'était comme leur mettre à disposition de l'argent. C'était un projet qu'elles n'avaient plus à faire chez elles. Et encore une fois, c'est la partie vraiment pas sexy, quoi. Donc, je veux dire, elles s'en fichent un peu, en fait, d'édicter leurs propres normes d'interopérabilité sur les transports ou de faire France Connect. Elles veulent y contribuer pour être bien sûres que les specs, ça leur aille, les délais de développement, etc. Mais ensuite, ce qu'elles veulent, c'est avoir la partie émergée de l'iceberg d'ici. Acteurs publics territoriaux, avoir leur site à elles avec le logo de la région, leur spécificité, parce que c'est les algues vertes en Bretagne, c'est pas les mêmes enjeux qu'en PACA, etc., etc. Mais donc, ce qu'elles ont très bien compris, c'est qu'en fait, il faut qu'on co-construise ensemble ça, mais ensuite, le sens de l'histoire, y compris pour être à la hauteur de l'urgence écologique, sociale, etc., c'est de mutualiser le plus possible pour juste travailler collectivement plus efficacement ensemble, quoi. Anne, une question? Non. Bon, écoutez, d'abord, merci infiniment de vous être rendu disponible. Je crois qu'on a beaucoup appris en vous écoutant et on a envie de discuter avec vous dans les semaines, les mois, les années qui viennent. De manière générale, c'est la fin de ce colloque. Merci à tous d'y avoir participé. On a remarqué qu'il n'y avait pas un monde fou. C'est en partie parce que ce n'est pas une très bonne période, la fin juin, en partie aussi parce que notre public habituel n'a pas été prévenu en temps utile. Mais ce qui me console et ce qui nous touche, je pense, c'est le fait que tout aura été enregistré. Nous avons aussi les présentations PowerPoint. Et donc, notre effort dans les semaines qui viennent, ça va être de mettre toutes ces informations et tous ces témoignages à disposition. Ce sera utile pour nous, pour que nous continuions dans notre aventure collective et individuelle. Ce sera aussi utile pour ceux et celles qui n'ont pas pu assister à toute partie du colloque. En tout cas, merci à tous et bon week-end et à la prochaine.